Da Fresh Morning. Du lundi au vendredi. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu as passé un bon week-end? Oui, le week-end a été comme d'habitude, avec beaucoup d'actualités, beaucoup de situations. Vous savez qu'il y avait un certain nombre d'organisations au niveau de la ville. C'était également la fête des mères, donc c'était forcément un Et la week-end fête de la culture aussi? Oui, c'est pourquoi je parle d'organisation. Il y a eu la fête de la culture qui s'est déroulée du 25 au 27. Donc c'était 3 jours de folie entre le boulevard Bessieux, la vallée Sainte-Marie, du moins les artères qui conduisent à la cathédrale Sainte-Marie en passant par Martino-Labou, mais également l'artère qui conduit vers Cocotier, derrière, entre la nouvelle BAC et l'immeuble de la primature. Donc c'était un moment de fête. Voilà. Tu étais à ton stand préféré? Oui, par contre, je ne suis pas allé à ce stand-là. J'étais beaucoup plus proche des femmes qui nous proposaient des mets qui avaient un rapport avec le terroir, notamment la bouillie de maïs. Donc, elle m'a intéressé. C'était ma principale quête là-bas. D'accord. Mosley, ce matin, on reçoit le ministre d'État, qui est ministre des Sports et ministre de la Culture, chargé du tourisme. Exactement. Nous recevons Alain-Claude Willemidze, qui est ministre d'État, ministre des Sports, de la Culture, chargé du tourisme, comme vous l'avez dit, comme tu viens de le dire. Et avec lui, on va débattre de tout ce qui est en rapport avec son secteur. Vous savez qu'aujourd'hui, il a été il a été promu à ces différentes activités du gouvernement, sur ces différents secteurs, après avoir occupé celui de ministre de la Communication et de la Culture. Et là, on va revenir sur ce qui est aujourd'hui comme, on va dire, activité au niveau du ministère, du moins du secteur des sports, le secteur de la culture et du tourisme. D'accord. Monsieur le ministre, on ne va plus nous présenter. Vous êtes le premier ministre à venir dans le Dafresh Morning. Le premier des ministres. Le premier des ministres, oui. Depuis la création de la radio. Le premier des ministres à venir en fonction. Hein, volontairement. Voilà. Oui. Et c'est toujours un honneur pour nous de vous recevoir dans notre émission à cause de ce geste que vous avez fait qui a donné une autre crédibilité à notre radio. Donc, bienvenue. C'était un signe d'encouragement pour ce que vous faites. Et très honnêtement, tant que je le pourrai, je continuerai à vous encourager parce qu'il faut encourager les talents. Vous êtes engagé sur une aventure, c'était pas couru d'avance. Vous y avez cru et c'est tant mieux. Il faut croire en ses rêves et les réaliser. Voilà. Est-ce que quand on vous change les postes ministériels comme ça, deux fois vous vous dites « Ah, je voulais encore rester là pour terminer telle réforme ou pour avancer sur tel projet ». Ça vous arrive, vous, en tant que ministre? Oui, bien sûr, il y a toujours un pincement. On se dit « Ah, mais tiens, j'aurais pu terminer telle chose. Ah, tiens, j'ai pas pu réaliser totalement ce que j'aurais voulu faire. » Oui, il y a un pincement, c'est évident. Après, si vous voulez, nous sommes au service et nous pensons que ce qui nous conduit au gouvernement, ce qui nous propose des postes ministériels, ont également une réflexion sur ce que nous pouvons faire, à quoi nous pouvons être utiles dans tel ou tel moment de la vie politique de la nation. Parce qu'une question gouvernementale, c'est toujours des questions de moment. Il y a des moments plus politiques que d'autres, des moments plus économiques que d'autres, des moments plus sociaux que d'autres. Et donc l'appréciation est faite par le chef de l'État et le chef du gouvernement. Voilà. Oui, il y a un pincement. Oui. Là, vous arrivez quand même au ministère des Sports avec... vous venez trouver un ministère qui a beaucoup de problèmes. Tous les ministères ont des problèmes. Ici, il faut simplement, façon de dire, il faut prendre le temps de s'asseoir, prendre le temps d'écouter les acteurs, prendre le temps d'être au contact d'eux, et après, faire ce qu'il y a à faire, étant conscient que nous n'aurons jamais assez de temps pour tout résoudre. Nous ne pouvons pas tout embrasser en même temps, donc il faut également, dans le train des réformes, faire des choix. Et les choix qu'il faudra faire, nous les déterminerons ensemble. Lorsqu'on aura terminé le tour de l'écoute que nous avons débuté il y a déjà quelques jours, et nous continuerons aujourd'hui à être à l'écoute des fédérations, des acteurs du sport, et à l'issue de ce tour, nous ferons le point au gouvernement et nous déciderons des réformes importantes et urgentes. Monsieur le ministre d'État, vous n'avez même pas respiré une seule seconde dès que vous êtes arrivé au ministère des Sports, direct dans le travail, les conférences de presse, la rencontre des partenaires. Le sport ne fonctionne pas, on ne va pas mentir. On a notre chroniqueur sportif, la fédération de taekwondo ne marche pas. Il n'a que des interviews. Le football, il y a eu les problèmes. Le cyclisme, on est les derniers. Le handball, ça tâtonne. Le basket, la fédération est sous tutelle. L'Oxy n'existe plus, monsieur le ministre. Nous parlerons de tout ceci.
la réalité est, à la différence des autres secteurs d'activité, le sport est par essence un secteur de passion. Et parce que la passion est le moteur du sport, vous comprenez que chaque fois qu'on parle des activités sportives, c'est toujours très passionné. Chacun pense tout savoir, chacun pense être le meilleur spécialiste, chacun pense avoir la solution miracle. Mais encore une fois, la solution se trouve sûrement à l'écoute des uns et des autres et quelque part dans une forme de terme médian. Il n'y a jamais quelqu'un qui a totalement tort, il n'y a jamais quelqu'un qui a totalement raison, dans ce domaine-là en tout cas. Et on essaiera de faire en sorte de travailler à harmoniser un tout petit peu les points de vue. Ce dont on a pu se rendre compte déjà, c'est que le gouvernement lui-même doit davantage affirmer sa stratégie sportive, sa politique du sport. Elle n'est pas très connue, elle existe, mais n'est pas très connue et un certain nombre de textes du ministère commencent à dater un tout petit peu. Par exemple, aujourd'hui, vous avez évoqué la question du sport scolaire et universitaire, qui est, de mon point de vue, l'une des bases qu'il faut absolument arriver à relancer. Et il y a le sport pour tous qu'il faut vulgariser, parce que le sport, c'est la santé. La partie sportive, c'est la santé. Et il y a le sport amateur qu'il faut professionnaliser sans être des professionnels. Ça veut dire que la gestion du sport amateur doit être professionnalisée. Et puis, il y a le sport professionnel et le sport de haut niveau. Donc, tous ces degrés de sport méritent d'être mieux connus, mieux structurés, avec des fédérations qui soient de véritables partenaires et qui ne voient pas l'État uniquement dans le sens où il doit pourvoir à la subvention, mais que l'État donne également l'orientation sur ce que nous voulons dans tel ou tel domaine, quelles sont nos chances de victoire. On ne peut pas gagner partout. On a consacré énormément de temps et d'énergie à certains sports. Le football occupe 80 à 95% et du temps et des ressources de l'État. D'autres sports existent, donc il faut essayer de rééquilibrer pour avoir une forme d'équité dans ce domaine du sport. Monsieur le ministre de l'État, vous avez déjà une stratégie préparée, aiguisée? Nous nous sommes entretenus très longuement. Il y a une chose qu'il faut savoir, et il est utile de la rappeler. J'ai été pendant longtemps collaborateur du chef de l'État. J'ai été son conseiller politique, porte-parole. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'échanger avec lui sur ces questions de sport. Depuis 2012, on a organisé la CAN. On a organisé notre CAN en 2017. On a participé à une autre CAN en Guinée équatoriale. Et dans tous les cas, nous n'avons pas fait les résultats que le public attendait. On n'a pas eu des résultats qui étaient à la mesure des sacrifices et des efforts faits par l'État et les pouvoirs publics et l'engagement des populations à soutenir les Panthères du Gabon. Ça nécessite qu'on s'asseye quand même pour comprendre ce qui s'est passé. Nous avons longuement discuté et sa stratégie est très claire sur cette question du sport. Il me l'a clairement indiqué, il y a une feuille de route qui est très claire et nous allons la mettre en œuvre après avoir écouté les acteurs. Parce que le chef de l'État porte une vision. Mais cette vision que porte le chef de l'État, il faut l'asseoir sur une stratégie qu'il faut bâtir à l'écoute des acteurs. Et les acteurs, ils sont disposés à nous exprimer leur point de vue. Il n'est pas dit qu'on les prendra tous en compte, mais au moins il faut les écouter et après l'État décide. Moi, je suis pour un État qui écoute, qui oriente et qui décide. Et Monsieur le ministre de d'État, cette tout ce temps phase passé à côté du président de la République vous a permis quand même d'avoir l'œil sur le sport. Vous-même, vous venez de citer les étapes que vous avez traversées. Donc, vous avez pu identifier un peu les facteurs Oui, qui... je vous dis que nous avons identifié les facteurs. Mais dans le même temps, nous avons identifié de loin. Étant au cabinet du président, c'est quand même de loin. Après, il y a le ministère des Sports qui existe avec son organisation, avec ses structures, qu'elles soient provinciales ou simplement ici à Libreville, elles existent. Il faut apprendre également à les connaître, savoir qui fait quoi, quelle direction est responsable de quelle activité. Et il y a les fédérations, et il y a les ligues. Donc, il faut être à l'écoute. Bien entendu, nous n'avons pas tout le temps devant nous, mais quand même, je ne peux pas arriver dans un département et dire aux gens, voilà, moi j'ai une solution toute faite, asseyez-vous, appliquez-la. Ça ne sera pas productif. L'écoute me semble quelque chose d'indispensable dans ce domaine. Monsieur le ministre d'État, vous avez déjà rencontré un certain nombre d'acteurs du sport et quand on sait que la politique nationale du sport nécessite soit une périodicité qui va de 2, 3, 4, 5 ans ou bien ça peut être à court, moyen et long terme. Dans le court terme, qu'est-ce que vous entendez faire pour les sports qui sont déjà très très demandeurs de ressources et d'assistance de l'État? La première chose qui apparaît après les premiers moments d'écoute, c'est que d'abord nous avons des saisons sportives qui ne correspondent pas aux saisons budgétaires, aux années budgétaires de l'État.
Donc, la saison sportive démarre en septembre, par exemple, mais le budget de l'État, il est mis en place beaucoup plus tard, autour de février-mars. Cela fait qu'on démarre une saison sportive alors que le budget de l'État n'est pas encore en place. Et on accumule comme ça des arriérés de paiement sur les subventions qu'attendent les fédérations et les clubs pour fonctionner. C'est un premier problème. Donc, il faut travailler pour trouver des mécanismes d'ajustement, faire en sorte qu'on arrive à défaut de coller l'année budgétaire parce qu'on ne peut pas le faire, mais au moins qu'on rapproche la saison sportive de la réalité budgétaire du pays. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est essayer de trouver d'autres sources de financement. L'État ne peut pas être le seul financier du sport. Lorsque l'État a des problèmes, le sport en souffre. Donc, il faut trouver d'autres mécanismes pour financer le sport. Ça peut être par les entreprises, ça peut être par les collectivités locales, ça peut être par les particuliers. Ensuite, maintenant, il faut s'asseoir avec les fédérations pour leur dire, bon, mais écoutez, l'État ne va pas continuer à financer sans vous fixer des objectifs et sans contrôler. Il faut donc qu'on accepte le principe que celui qui paye contrôle également et assigne des objectifs. Si l'objectif, par exemple, en matière de football, c'est de se dire il faut que l'un de nos clubs, parce qu'on a souvent 2 qui sont qualifiés pour les compétitions africaines, il faut que l'un de nos clubs atteigne au moins les quarts de finale ou les demi-finales. C'est un objectif. Si on ne l'atteint pas, quels sont les mécanismes alors à mettre en place pour corriger, sinon pour sanctionner? On ne peut pas avoir des résultats sans discipline, sans effort, surtout dans le domaine du sport. Il faut la discipline. Vous parlez de ce qu'il faut faire dans l'immédiat. Le problème, c'est que précisément jusqu'à présent, nous avons été pris dans le flot de ce qui est immédiat, dans le flot des urgences. Et donc l'État a couru derrière les urgences et ça a fait qu'on n'a pas pu poser une vraie stratégie du sport. Il faut régler les urgences. Là, on a redémarré le championnat. Mais derrière ce championnat qui redémarre, il y a un vrai problème. C'est qu'il faut que dans la semaine, on arrive à trouver de l'argent pour que le championnat ne s'arrête pas la semaine prochaine. Donc c'est encore une fois une urgence à régler. Il faut bien qu'un jour, une fois qu'on aura fini avec ce championnat, et nous espérons que le 12 juin, on aura terminé la phase des play-offs, telle que prévue par la DINAF, nous allons nous asseoir avec la Fédération gabonaise de football, la DINAF et les clubs pour déterminer dans quelles conditions nous démarrons la saison prochaine. Nous le ferons pour toutes les autres fédérations. Le basketball a fait sa Coupe du Gabon. Nous sommes allés remettre le trophée du vainqueur. Le handball, nous l'avons rencontré, qui s'organise bien également, avec quelques petites difficultés. Le volleyball qui ne coûte pas grand-chose. Donc, renouer avec les fédérations, aller sur un calendrier et aller sur ce que l'État peut faire. Il vaut mieux pour l'État de se dire, je ne peux donner que 1000 francs et ne pas promettre 100 000. Donc, si on a promis 1000 francs, il faut tout faire pour donner les 1000 francs. Si on a promis 100 000, c'est difficile de les atteindre dans les conditions économiques actuelles de notre pays. Donc, nous irons sur une démarche de responsabilité et des pouvoirs publics et des associations sportives. Alors aujourd'hui, il y a une question qui se pose souvent lorsqu'on parle d'occuper les jeunes dans les quartiers. Là, on rentre un tout petit peu dans le loisir, mais c'est aussi du sport parce qu'il y a un problème d'infrastructure sportive. On est non seulement à Libreville, mais partout à l'intérieur du pays. Est-ce qu'on peut, du moins, est-ce que le ministère a réellement une politique dans ce sens? Je venais de vous dire que nous avons été ces dernières années happés par la question du football qui a pris quasiment toute l'énergie des pouvoirs publics et on y a mis beaucoup d'argent. Le sport doit se développer dans les quartiers. L'orientation du chef de l'État est très claire. Amener le sport dans les quartiers par l'infrastructure de proximité. Faire des petits gymnases dans les quartiers, mais qui soient multifonctions, que ce soit plusieurs disciplines sportives qu'on puisse développer. Mais à côté de la question du sport, il y a la question de la culture. Donc avoir en réalité des petits gymnases, mais qui soient en réalité des maisons de sport et de la culture dans les arrondissements et dans les villes secondaires du Gabon. C'est un objectif. Sur quoi est-ce que nous pouvons le construire, cet objectif? D'abord, en réformant le Fonds national de développement du sport, dont l'une des missions est précisément de financer les infrastructures sportives, en faisant également en sorte qu'un certain nombre d'opérateurs économiques qui œuvrent dans le domaine du sport ou des jeux participent en réalité à nous aider à bâtir et à gérer les infrastructures qu'on va mettre dans les quartiers. Donc, nous sommes d'accord pour dire qu'il ne faut pas seulement occuper les jeunes. Le sport de compétition, il a un certain niveau, mais il faut d'abord détecter les talents. Or, les talents, c'est dans les quartiers qu'il faut aller les trouver, c'est dans les écoles, c'est dans les universités qu'il faut aller rechercher les talents. Mais vous ne les aurez pas s'il n'y a pas le minimum d'infrastructures sur lesquels les enfants peuvent s'appuyer. Étant donné qu'on parle d'infrastructures, qu'en est-il réellement des infrastructures que l'on a construites de manière mais vraiment professionnelle et énorme durant les différentes CAN? On se souvient de cette image du stade d'Oyem qui circulait sur les réseaux sociaux avec pratiquement des arbustes des arbustes au milieu de la surface. Voilà,
au milieu de l'aire de jeu. Donc, est-ce qu'il y a un partenariat qui existe déjà entre l'ANAGESC et le ministère des Sports? Est-ce que le ministère des Sports donne la directive de la gestion de ces infrastructures-là? Ou comment on s'occupe de ça? En ce qui concerne ces infrastructures, il n'y a toujours pas la lumière claire sur le stade du Petit Paris, monsieur le ministre. Voilà. On a l'impression que l'État ne veut pas en parler. Le stade Omnisport. Oui, de Petit Paris. Oui. Voilà, on a l'impression que l'État ne veut pas en parler. Personne ne veut toucher le dossier là sur le plan communicationnel. Je ne sais pas ce qu'il en est, je suis en train de m'informer. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que plusieurs de ces infrastructures qui ont été construites n'ont pas encore été officiellement livrées et transmises au ministère des Sports. C'est le cas du stade OIM, c'est le cas du stade de Port-Gentil. Et donc, il faut d'abord réceptionner ces infrastructures dans les formes prévues par les lois. Une fois réceptionné, il faut maintenant décider de comment ceci va être géré. Vous avez évoqué le cas de la NAGEIS qui est dans de grandes difficultés financières et budgétaires dans la mesure où l'État n'a plus la ressource suffisante pour continuer à soutenir cette agence et qui donc n'arrive plus à entretenir les terrains, que ce soit en Ngongé ou d'autres terrains dont cette agence a la responsabilité, comme c'est le cas du stade de Mbaya à Franceville et d'autres stades. Et donc, d'abord, réceptionner officiellement les stades. Ce n'est pas encore le cas. L'entreprise qui a conçu les stades d'OIM et de Port-Gentil nous a saisis et nous allons organiser une réunion avec l'NGT et le ministère des Travaux publics pour réceptionner les stades. Et ensuite, quelle est la stratégie derrière? Est-ce que nous avons assez de compétition pour utiliser les stades? Est-ce que nous avons assez d'organisation à mettre en place sur ces stades? D'où la nécessité de relancer le sport scolaire universitaire et de relancer définitivement le championnat pour que ces stades soient effectivement utilisés par les équipes du championnat et que ça soit occupé. La nature a horreur du vide et la nature reprend facilement ses droits lorsque ce n'est pas entretenu. Le gros risque qu'il y a aujourd'hui, c'est que si nous ne trouvons pas l'utilité de ces stades et si on ne sait pas les utiliser, malheureusement, nous allons perdre ces infrastructures qui ont coûté beaucoup d'argent aux contribuables et ça va être une catastrophe que de ne pas bien les utiliser. Nous allons y travailler. Est-ce la même chose qui va arriver au Palais des Sports? Voilà, justement, je voulais parler du Palais des Sports. Le Palais des Sports, également, nous sommes en attente de livraison du Palais des Sports. Précisément, le ministère a engagé une réflexion sur de quelle manière mieux utiliser le Palais des Sports et de la culture. Il faut que ce Palais des Sports et de la culture serve effectivement au sport et aux activités culturelles. Et de sorte que le ministère va regarder est-ce que nous le gérons en direct, si on a les capacités d'abord humaines, ensuite la stratégie pour gérer en direct. L'avantage qu'il y a eu avec l'organisation des CAN, c'est qu'on a formé beaucoup de jeunes Gabonais dans la gestion des infrastructures et des événements. Il ne faut pas que ce savoir-faire disparaisse. Il faut regarder comment on reconvertit ce savoir-faire. Nous allons proposer au gouvernement une stratégie concernant le Palais des Sports qui doit être rétrocédée rapidement et sur lequel il va y avoir un calendrier d'activité pour une rentabilité, sinon en tout cas arriver à équilibre pour pouvoir générer assez de ressources pour assurer et le fonctionnement et l'entretien des installations. Mais nous avons vu, par exemple, l'organisation de la 27e édition de la Nuit des Arts martiaux qui s'est déroulée là-bas. Prochainement aussi, je crois le 6 ou le 8 juin prochain, il y aura un gala de boxe. Mais pour ces deux événements, est-ce qu'il y a eu des dispositions particulières pour l'occupation de ce palais des sports quand les handballeurs, entre griffes, se plaignent un peu qu'ils n'arrivent pas à jouer leur tournoi dessus? Non, attendez, c'est deux choses différentes. Pour le moment, nous pouvons organiser des événements ponctuels. Ce que veut la fédération de handball, c'est que le Palais des Sports soit mis à leur disposition pour leur compétition. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est un stade multisport, omnisport, d'accord? Donc il faut qu'on s'asseye avec toutes les fédérations sur un calendrier de l'occupation et d'utilisation du stade. Il ne peut pas être alloué et affecté exclusivement à une fédération. C'est vrai que le Palais des Sports a été construit pour abriter la CAN de hand, mais ce n'est plus une raison pour attribuer le Palais des Sports à la seule fédération de handball. Donc on va s'accorder pour regarder comment les fédérations vont l'utiliser, y compris pour ce qui est du sport de combat. Je vais peut-être... Je voulais pas... Il y a au-delà des subventions, ce qui cause réellement problème ici dans le sport, c'est l'application ou l'absence ou l'application des textes. Est-ce que le ministère est en train de regarder la situation? On a vu au football, il y a eu la normalisation parce qu'il n'y avait pas de texte réel. Au taekwondo, on est dans une situation de normalisation, toujours pour ce problème des textes. La Ligue de football de l'Estuaire s'est divisée en deux parties parce que justement, il y a l'absence ou la mauvaise interprétation des textes. Quel est le regard du ministère dans cette situation? La première chose, c'est que l'État gabonais doit définir très clairement sa stratégie sur le sport. Et l'État gabonais doit assurer pleinement sa tutelle sur l'activité sportive. Nous en sommes responsables en tant que pouvoir public. Même si nous concédons
la gestion immédiate aux associations sportives qu'il faut faire évoluer. Aujourd'hui, elles sont régies par un certain nombre de textes qui sont les textes d'association. Mais ces associations aujourd'hui ont des implications extraordinaires dans la mesure où, lorsqu'il s'agit de sélection nationale, la souveraineté de l'État est en jeu. À partir du moment où il y a une sélection, il y a les couleurs du pays et donc cette sélection représente le pays. Donc vous avez à la base des gens qui relèvent d'une association et qui finissent par représenter le pays. Donc l'État doit être plus présent. En quoi faisant? Non pas un État interventionniste, mais un État qui fixe la règle, qui fixe l'organisation. Comment faire pour être une association sportive? Quelles sont les conditions à remplir? Quels sont les textes qu'il faut respecter? Il faut les faire évoluer. À partir du moment où on s'est accordé là-dessus, après on trouve des partenariats. Nous avons reçu le Comité national olympique, qui est le représentant dans notre pays du Comité international olympique, qui est donc responsable chez nous de tout ce qui est de l'olympisme et des sports olympiques, dans le football, dans le basket, dans le hand et d'autres sports de compétition. À partir de cet instant, comment comprendre qu'on puisse gérer des associations sportives en dehors des normes fixées par le CIO et représentées ici par le Comité national olympique. Donc, on va asseoir tout le monde autour d'une table, tomber d'accord sur les normes, sur les textes, sur les modalités de désignation des responsables et les modalités de déchéance en cas de non-respect des engagements. Parce que là aussi, l'État n'est pas présent. Chacun crée son association. Ensuite, un certain nombre d'associations s'organisent et créent une sous-ligue ou une ligue. Et lorsqu'il y a assez de ligues, on crée une fédération. Mais quel est l'œil de l'État? À partir de quand est-ce que l'État va dire, mais attendez, dans votre domaine, est-ce que vous avez des médecins sportifs? Est-ce que vous avez des assurances? Est-ce que vous avez des encadreurs sportifs bien formés avec des diplômes validés par le ministère parce que vous allez gérer les enfants? Est-ce que vous savez comment gérer l'effort sportif d'un enfant? Comment gérer ensuite la question du repos, la question de la récupération? Donc c'est quand même à l'État de fixer la norme. Or pour le moment, l'État a fixé des normes qui commencent à dater et l'État n'a pas été assez présent. Du fait qu'on a souvent demandé à l'État de ne pas être interventionniste, de ne pas s'ingérer, et donc l'État a été frileux. Mais on rappelle que la FIFA, la Fédération internationale de football, est une association de droit suisse et qui donc est régie par les règles qui gouvernent l'État fédéral suisse. Et lorsqu'il y a des problèmes à la FIFA, c'est le tribunal fédéral suisse qui les poursuit. Et on a vu récemment avec le cas de Michel Platini. Oui. Et donc, l'État n'est pas interventionniste, mais l'État doit fixer la règle. Et c'est la base de la discussion que nous avons aujourd'hui avec les acteurs du sport. Monsieur le ministre, vous dites que l'État n'est pas interventionniste, mais on sait que les dirigeants du ministère des Sports ont une même mise noire sur l'équipe nationale. Pourquoi tu rajoutes noir? Parce que ça cause des problèmes. Parce que ça cause des problèmes. Les gens ne veulent pas en parler. L'équipe nationale. L'équipe des Panthères. Les footballeurs. Football. Les Panthères. Surtout le foot. Je vous ai indiqué tout à l'heure que c'est un domaine de la passion. Et dans ce domaine, comme dans celui que j'ai quitté il y a quelques semaines, le domaine de la communication, chacun pense avoir la science infuse. Il y a plusieurs ministres des sports. Il y a plusieurs spécialistes des sports. Plusieurs sélectionneurs. Plusieurs sélectionneurs. Au gouvernement, je ne suis pas le seul à émettre un point de vue sur le sport. Il y en a qui l'émettent. Et qui l'émettent parfois sans passer par moi. Au niveau du palais de la présidence, chacun pense avoir sa stratégie. Le plus important est de dire que pense le chef de l'État, quelle est son orientation. Une fois qu'il a donné son orientation, ma responsabilité de ministre est de la mettre en œuvre avec l'ensemble des acteurs. Il est vrai que de nombreux acteurs se plaignent de ce qu'un certain nombre de responsables au ministère seraient à l'origine de quelques dysfonctionnements. Nous allons examiner tout cela. Le ministère des Sports est un ancien ministère. Il y a beaucoup de hauts cadres de ce ministère qui sont en fonction depuis très longtemps, qui ont vu arriver plusieurs sélectionneurs, qui ont vu passer plusieurs joueurs, qui ont une certaine pratique, qui ont vu passer plusieurs ministres. Et vous savez, le fonctionnaire, il a avec lui, j'allais dire quasiment l'éternité de la fonction, puisqu'il ne cesse d'être fonctionnaire qu'au moment où il est admis à faire valoir cette retraite. Le ministre, par essence, c'est précaire. Et donc, parfois, lorsque vous arrivez et vous impulsez une dynamique, bon, les gars, ils vous jouent la montre. Ils se disent, bon, bientôt, ça va passer. Et comme dans ce domaine, il y a un turnover qui ne permet pas forcément d'asseoir des stratégies et des politiques sur le long terme. Je reviens à votre question. Pour qu'on aille sur le long terme, il faut une loi de développement sur le sport, qui est d'ailleurs dans le processus d'adoption. Il faut une loi de programmation sur les infrastructures sportives. Et après, il faut bien planifier la pratique du sport, le sport pour tous, le sport scolaire universitaire, et avoir toutes les catégories, les minimes, les cadets, les juniors, et même parfois les pupilles. Donc c'est important de s'asseoir avec tous les praticiens du sport et tous les acteurs. Monsieur le ministre d'État, à cause du jeu de la montre, vous allez nous dire qu'il y a des problèmes que vous n'allez peut-être pas régler pendant le temps que vous serez là.
C'est ce que vous voulez nous dire? Parce qu'on a un coach qui ne parle pas le français. Ah, j'y arrivais. Il ne vit pas au Gabon. Il n'est pas au courant de ce qui se passe. Les résultats il envoie les sélections par WhatsApp. On a déjà des coachs gabonais qui sont diplômés. Le dernier en date, je pense à Daniel Cousin. Oui. Ça veut donc dire qu'on a du potentiel. Sur le plan local. Et on a remarqué que la majorité, pas tous, mais la majorité des pays africains qui ont gagné la Coupe d'Afrique avaient un coach de leur pays. Sur les nationaux. Écoutez, ça c'est les dernières années quand même. Le cas d'Hervé Renard vous montre bien que parfois il faut un coach étranger pour gagner la Coupe. Mais parfois, monsieur le ministre. Attendez. Les moments de gloire du Gabon, c'était avec Alain Dacosta Suarez. On a dit en majorité, on n'a pas dit tous. Bien. Donc ça veut dire qu'il y a une petite... C'est la passion, monsieur le ministre. Je vais répondre à votre question. Le gouvernement de la République, par le ministère des Sports, a cédé la gestion des équipes nationales aux fédérations. Le cas du football, c'est la FEGAFOOT qui gère l'équipe nationale. Il me semble indispensable, et nous avons commencé, de rentrer dans un dialogue de gestion avec la FEGAFOOT sur la question des résultats. Dès l'instant où il y a le vert, jaune, bleu, nous sommes engagés. Et parce que nous sommes engagés, il faut qu'on s'asseye. D'abord, lorsqu'on a lancé la question du football professionnel, le chef de l'État l'a lancé pour 5 ans. Nous sommes maintenant au-delà des 5 ans, il faut maintenant évaluer, faire le point. Ensuite, regarder, est-ce qu'il est normal que le socle de l'équipe nationale ne soit pas connu? Nous avions des équipes nationales qui avaient pour socle tantôt Sogara, tantôt Petro, tantôt USM, tantôt 105, tantôt USB même. Aujourd'hui, on n'a pas une équipe nationale avec un socle. On a des individualités qu'on fait venir à la dernière minute dans un regroupement et forcément, il n'y a pas les automatismes nécessaires, il n'y a pas les mécaniques nécessaires. Et si en plus, effectivement, la barrière de la langue pose problème, il faut régler ces questions-là. En faisant le point, un État qui investit doit pouvoir faire le point. Oui, monsieur, on vous a confié la sélection. Au bout de X temps, nos résultats régressent, il faut qu'on s'asseye. Non pas le ministère directement avec le sélectionneur, que le ministère n'a pas choisi, mais le ministère avec le président de la FEGAFOOT en disant tu as été élu pour nous apporter des résultats. Aujourd'hui, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Qu'est-ce qu'il en est? Donne-nous les raisons pour lesquelles il n'y a pas de résultats et on s'assied. Vous savez, à partir du moment où, encore une fois, le vert jaune bleu est engagé, à partir du moment où le public gabonais, le contributeur gabonais, le contribuable gabonais sort l'argent de sa poche pour financer une activité, il revient à l'État de veiller à ce que les résultats soient au bout de la chaîne. S'il n'y a pas de résultats, on en tire les conséquences. Monsieur le ministre, on passe au volet culture parce que c'est un volet... Excuse-moi, peut-être une toute dernière question concernant les U20 qui se sont qualifiés pour le dernier tour avant la phase finale. On a remarqué, ce n'est un secret pour personne, leur préparation était avait subi quelques couacs. Aujourd'hui, il reste un mois. Parce que face au Burkina Faso, ce sera en juillet prochain. Est-ce que le ministère a déjà prévu une réorganisation pour ces jeunes-là qui se sont réellement battus et qui ont redonné le sourire à une population qui ne revoyait plus ça depuis longtemps? Mais il ne vous aura pas échappé que, sitôt nommés, nous sommes rendus auprès des jeunes pour voir dans quelles conditions ils étaient regroupés. On avait contribué à améliorer leurs conditions de regroupement. On a contribué à ramener la sérénité. Je ne dis pas que c'est tout seul que je l'ai fait. Nous nous sommes assis pour ramener la sérénité. Nous allons travailler aujourd'hui, dès que je sors de ce studio, avec la Fédération gabonaise de football, avec le ministère et avec le Fonds de développement du sport sur la question du regroupement des U20 et des compétitions à venir avec des matchs amicaux qui sont prévus pour les aider à préparer au mieux cette qualification que nous souhaitons pour Niger 2019. Donc nous y travaillerons. Mais au-delà de cette qualification, ce qu'il faudrait, c'est effectivement avoir une vraie stratégie de développement du sport sur au moins 5 ans. C'est-à-dire vous ne pourrez pas avoir les résultats. Le sport, c'est le résultat. Le sport, c'est l'abnégation, c'est la discipline, c'est la pratique. Vous n'aurez pas de résultats s'il n'y a pas d'entraînement, s'il n'y a pas de répétition. Ce n'est pas possible. Au sport, les résultats n'arrivent qu'au bout de l'entraînement, au bout de l'effort. Sans effort, sans entraînement, sans planification, il n'y aura pas de résultats. Faut pas arriver. C'est pas un décret. Monsieur le ministre d'État, vous avez fait le bilan de la fête des cultures? Je suis resté sur le site de la fête jusqu'à au-delà de minuit. Je ne pense pas avoir eu le temps de faire le bilan entre minuit et maintenant. Non, mais il y a déjà plusieurs fêtes qui sont passées sous votre magistère. Nous sommes à la deuxième édition sous mon magistère. Vous savez, la fête des cultures est une belle initiative. C'est une très belle idée qui permet aux Gabonais de se retrouver dans ce qu'ils sont eux-mêmes, dans leurs identités, et surtout de mettre en valeur leurs identités. Cette année, avec l'implication des universitaires, ça a été une phase très importante, la phase des conférences. Et il y a une conférence qui a porté précisément sur la fête des cultures elle-même. Et j'ai bien aimé l'universitaire qui nous rappelait que c'est la première fois que les cultures sont célébrées pour ce qu'elles sont, par elles-mêmes. On fête nos cultures, c'est inédit, et c'est vrai.
Mais au-delà du caractère festif, il faudrait que de plus en plus, nous tirions de cette fête des cultures des éléments indispensables à ressouder le lien entre Gabonais, des éléments indispensables à refonder également nos identités, mais aussi une forme de civisme. Vous savez, le respect. Il n'y a aucune culture gabonaise qui ne recommande pas le respect. Le respect de l'aîné, le respect des autres, le respect de la femme, le respect de l'enfant. Et donc, le respect est indispensable. Ensuite, l'effort, le travail. Toutes les cultures gabonaises prônent le travail. C'est au bout du travail qu'il y a le résultat. Et donc, au-delà de la célébration en elle-même, c'est quels sont les messages que véhicule la fête des cultures et comment nous pouvons positivement tirer profit de ces messages pour irriguer la société gabonaise d'éléments positifs. Alors, concernant cette fête des cultures, la 14e édition qui vient de s'achever avait pour vocation de s'étendre au-delà des livraisons à travers tout le pays. Mais on a constaté que ça s'est concentré uniquement à la venue Jean-Paul II, monsieur le ministre d'État. Non, nous sommes tout à fait transparents sur le sujet, monsieur. Et comptez sur moi pour faire la transparence chaque fois que cela nécessaire. Nous avions sollicité un budget pour la fête des cultures à Libreville et dans les capitales provinciales. Le budget qui a été élaboré était autour de 500 millions de francs CFA pour Libreville et les capitales provinciales. Les arbitrages ont été faits au budget, on nous a donné 200 millions de francs CFA. Avec 200 millions de francs CFA, c'était impossible d'aller en province. Et donc j'ai posé le problème et il m'a été donc indiqué de faire à nouveau cette année sur Libreville. Et d'ailleurs, ce n'était pas suffisant, mais on a fait avec. C'est pour cela qu'un certain nombre de pointures ne se sont pas présentées, un certain nombre de groupes artistiques et culturels ne se sont pas présentés, parce que malheureusement, on a dû faire des arbitrages. Les contraintes budgétaires, tout le monde les vit, tout le monde les connaît. Et nous, on fait avec ce qu'on nous donne et on essaie de faire au mieux pour avoir de bons résultats avec ce que nous avons. Monsieur le ministre d'État, depuis que vous êtes au poste de la culture, parce que c'est quand même un ministère que vous avez déjà géré et que vous continuez à gérer, il y a des éditeurs qui nous envoient des messages. Ils disent que vous considérez beaucoup de la culture, mais la Direction générale de la culture n'a pas de poste, l'AMPAC n'a pas de poste, l'ENAM, les gens se battent à l'ENAM, ils font des bagarres. Attendez, oui. Donc, est-ce que ça a vraiment un poids? Bon, je crois que là encore, c'est des problèmes d'individus. Il faut éviter de poser le problème d'individus. Nous avons trouvé une réforme qui avait été engagée. Moi, je ne suis pas de ceux qui arrivent et qui jettent à la poubelle ce qui était fait par le prédécesseur. On a trouvé une réforme qui a été engagée, la réforme de la Direction générale de la culture. Et nous avons trouvé cette réforme en place et nous avons tout fait pour essayer de nommer aux responsabilités. Malheureusement, les propositions de nomination n'ont pas abouti avant qu'il y ait eu les derniers remaniements ministériels. Donc on va repartir. Mais ce qui est de la culture, nous avons d'abord fait adopter en Conseil des ministres une loi sur le statut de l'artiste. Parce qu'il n'y a pas de culture sans l'artiste. Donc une loi sur le statut de l'artiste que nous sommes allés défendre ensuite à l'Assemblée nationale. Et on vous a renvoyé pour revoir le texte? Non, ça c'est un autre texte. Là vous confondez avec le texte sur les rites et traditions. Parce qu'on voulait qu'on accorde un statut à nos rites et traditions et qu'on les reconnaisse. On voulait mettre en place le Conseil national des rites et traditions. C'est ce que l'Assemblée nationale a renvoyé en disant revenez sous forme de loi pour qu'il y ait un meilleur débat, un débat plus large sur le sujet. Mais le statut de l'artiste, le texte sur son cours d'adoption, il est maintenant au Sénat. Ensuite, maintenant, nous allons adopter, et c'est en voie d'être présenté au gouvernement, une loi sur la programmation culturelle. Vous ne pouvez pas faire de la culture dans un pays s'il n'y a pas de programmation culturelle. Ça veut dire les espaces, ça veut dire la formation, ça veut dire les acteurs culturels formés. L'ENAM, on a entamé la réforme de l'ENAM. Le premier sujet qui a été posé, c'est de dire on délocalise l'ENAM. 9 milliards de francs CFA pour construire un nouvel établissement. Le construire ambigu, sans infrastructure à côté, parce qu'il faut l'eau, l'électricité, les hôpitaux, etc. Donc la réflexion, c'est maintenant, est-ce qu'on maintient cette délocalisation ou pas? On l'a décidé en 2012, est-ce qu'aujourd'hui, on peut maintenir la délocalisation? Après, il y a le vrai problème. Est-ce que les élèves formés à l'ENAM ont vocation à être fonctionnaires? Ma réponse est non. Ma réponse est l'État leur apporte un savoir-faire. L'État les aide à être des artisans véritables demain. Peut-être faut-il réfléchir pour qu'à la sortie, ils bénéficient d'un kit pour s'installer, que l'État les accompagne pour s'installer. Mais en fait, les fonctionnaires ne me paraît pas être la bonne idée parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui a fait céramique et qui deviendrait fonctionnaire. Qu'est-ce qu'il va faire dans la fonction publique avec ses études de céramique? Donc c'est un vrai sujet. Mais je peux comprendre que les uns et les autres se plaignent. Moi, j'ai demandé aux acteurs de s'asseoir pour élaborer ensemble une politique du livre. Ça fait 2 ans que j'attends que les acteurs me proposent une politique du livre. Pourquoi c'est indispensable? Le livre est un vecteur de transmission des connaissances.
et le livre, il demeure. Nous sommes dans des sociétés de l'oralité. Ce que nos grands-mères savaient faire, ce que nos grands-parents savaient faire, nous l'avons perdu parce que ça n'a pas été écrit. Mais aujourd'hui, nous savons ce que les Grecs ont dit. Nous savons ce que les Français ont fait depuis des siècles et des siècles parce qu'ils ont écrit. Et donc, le livre, c'est indispensable. Comment soutenir le livre? Comment financer le livre? Comment le rendre disponible? Ça, c'est réel. Et ensuite, maintenant, nous sommes en train de travailler pour la rénovation d'un nouveau musée. Le musée actuel a un espace exigu où il y a des tas de problèmes, ça s'inonde, quand il pleut, ça coule de partout, et donc les pièces sont en difficulté. Et donc le chef de l'État nous a trouvé un financement et nous a alloué un bâtiment, l'ancienne ambassade des États-Unis, et nous sommes en train de travailler pour qu'au mois de juillet, sinon le 17 août, on puisse inaugurer un nouveau musée. Donc tout ceci fait partie d'une stratégie que nous sommes en train de mettre progressivement en place, mais malheureusement, parfois, les acteurs du ministère, tellement habitués à ce que les choses se fassent comme elles l'auraient pensé, n'arrivent pas à comprendre qu'il y a d'autres stratégies qui se mettent en place. Et donc c'est progressivement qu'on va amener chaque acteur à Mais, monsieur le ministre, on constate quand même qu'il y a une très forte concentration des activités culturelles uniquement à l'étranger. Je m'excuse parce que à l'intérieur du pays, à l'intérieur du pays, les gens ont besoin d'avoir des centres de lecture, des musées, mais on a l'impression que le développement culturel ne se limite qu'à Libreville. Non, il ne faut même pas la fête des 9 provinces, ça se fait à Libreville. Pour enchérir, monsieur le ministre, pardon, il y a quelques années en arrière, on avait dans les différentes provinces ce qu'on appelait des claques. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils existent encore. Est-ce que vous avez pensé à peut-être réutiliser ou à peut-être relancer cette politique du claque dans les provinces qui résoudrait le problème de la lecture, du loisir et du divertissement chez les jeunes? Des claques dans les provinces. Moi, j'en ai visité. Les claques ont souffert de plusieurs éléments. C'est un partenariat avec l'OIF. Et ces claques ont été mis en place avec le soutien des collectivités locales, qui devaient donc s'engager à mettre à disposition l'eau locale et à prendre en charge les agents. Et le CLAC a mené quelques moyens de financement, de fonctionnement plutôt, et des ouvrages. Cela a été très mal géré, cela a été très mal tenu, et vous avez tout à fait raison. Un État ne peut pas avoir une politique concentrée uniquement sur la capitale. Il faut penser à l'arrière-pays parce que le Gabon, c'est 9 provinces. Le Gabon, c'est 42 départements. Donc, il faut penser à 48 départements. Il faut penser à tous les départements du pays. Donc, de ce point de vue, vous avez parfaitement raison. Et nous sommes un des ministères les plus anciens parce que nous avons dans chaque capitale provinciale un service provincial de la culture qui a maintenant été érigé en direction provinciale de la culture, qui va avoir vocation précisément à participer au développement des activités culturelles dans la province, à faire en sorte qu'il y ait des musées, qu'il y ait des bibliothèques. C'est la vocation des directions provinciales de la culture. Encore faut-il que derrière, à côté de la cavalerie, il y ait les mécanismes, il y ait les moyens pour qu'on aille rechercher ces éléments-là. D'où l'intérêt d'appuyer la loi sur le mécénat, la loi sur les partenariats publics-privés, pour qu'un certain nombre d'opérateurs économiques qui ont déjà commencé à le faire, c'est le cas, pour ne pas faire la publicité, d'un opérateur pétrolier à Port-Gentil qui soutient la culture par la mise à disposition de certains éléments. Mais nous avons aussi commencé la stratégie des infrastructures. À Port-Gentil, nous devions inaugurer en juin la première salle de spectacle de cinéma. Malheureusement, c'est reporté au mois de septembre compte tenu de certaines avanies sur les éléments qu'on a importés. Celle de Libreville a pris du retard à être construite. Nous espérons toujours qu'à la fin de l'année, on pourra inaugurer cette salle de cinéma de spectacle à Libreville. Parlons du film. Vous aviez lancé le Kifilma, la quinzaine du film amateur. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on va avoir une autre édition du Kifilma? Est-ce que vous avez pensé à rendre le Kifilma beaucoup plus global, comme disait Mosley, et peut-être aller chercher des amateurs du film en province, parce qu'on reçoit beaucoup de films ici que certains auditeurs nous envoient, et même à OIM ou encore à Franceville, il y a des jeunes qui sont passionnés de cinéma. Et monsieur le ministre, pour compléter, il y a également un débat autour même de la dénomination de cette quinzaine du film, parce que beaucoup d'acteurs de cinéma qu'on a pu rencontrer nous disent que parler de film amateur, ça réduit un tout petit peu le champ. Bon, d'abord, cette responsabilité n'est plus mienne aujourd'hui. La question de la promotion du cinéma et du film relève du ministère de la Communication. Le ministère de la Culture gère les espaces. Donc ça, c'est une question que vous poserez à votre collègue lorsque vous le recevrez. Monsieur le ministre, la question du tourisme au Gabon pose problème parce que c'est toujours cher pour le Gabonais moyen d'aller voir les éléphants à côté. Est-ce qu'il a envie de les voir? Oui. Est-ce qu'on l'amène à vouloir les voir? Monsieur le ministre, comment vous pouvez dire qu'est-ce qu'il a envie de les voir? Monsieur le ministre, est-ce qu'on le pousse à aller les voir aussi? Pardonnez-moi, moi je viens de Makoukou.
Je suis allé chez moi, à Makoukou, me reposer un peu. Malheureusement, ça n'a pas mis assez de temps. Et ce que me disent les populations, c'est on en a marre des éléphants. Donc, d'un certain point de vue... C'est un cas particulier. Non, c'est pas un cas particulier. Toutes les populations de l'arrière-pays vous disent qu'il y a un problème. Donc, je veux dire l'exemple que vous prenez. Je comprends ce que vous voulez dire par votre question. C'était un trait d'humour pour dire, mais est-ce que vraiment les Gabonais ont envie de voir les éléphants? Enfin, bref, oui, il y a un problème sur la question de... Nous avons un fort potentiel. Sur la biodiversité, la faune, la flore, les paysages sont extraordinaires, nous avons une culture qui est foisonnante et tout ceci devrait aider notre pays à avoir une vraie stratégie, une vraie politique. Mais le tourisme, encore une fois, et j'ai reçu là aussi un certain nombre d'acteurs de ce domaine, la Gatour en premier, la Direction générale du tourisme, de l'hôtellerie, etc. Je les ai tous reçus. Je n'ai pas encore reçu des acteurs privés du domaine, je le ferai. Mais qu'est-ce qui apparaît aujourd'hui? Le tourisme est un secteur transversal. Le tourisme, c'est par exemple venir à Libreville et la ville doit être propre. Mais ce n'est pas le ministère du tourisme qui va nettoyer la ville. Le tourisme, c'est avoir une ville accueillante, avoir une ville sécurisée, avoir des Gabonais qui sourient, qui savent accueillir. Donc c'est tout un environnement. Mais à côté de ceci, il y a la stratégie. Est-ce que véritablement aujourd'hui, nous développons le tourisme d'abord intérieur? Avant le touriste qui viendrait de Paris, de New York ou de Tokyo, mais le Librevillois qui veut se déplacer, comment l'aider à se déplacer facilement? Comment l'aider à ne pas être embourbé dans son chemin, sauf si on fait du tourisme d'aventure? Voilà, donc c'est tous ces éléments-là. Je n'ai pas encore de stratégie claire, mais nous sommes en train de travailler avec les acteurs et une fois qu'on aura une stratégie, on la rendra publique. Mais il y a une loi sur le tourisme parce que ma collègue Madeleine Baird, lorsqu'elle était en charge du tourisme, avait initié une loi. Le 15 juin prochain, on ira défendre cette loi au Conseil d'État parce que nous on est sur la continuité de l'action gouvernementale. Donc nous irons défendre cette loi au Conseil d'État et une fois adoptée, nous la rendrons publique. Merci Monsieur le ministre d'État d'avoir accepté notre invitation. J'avais une dernière question. Une dernière question. Monsieur le ministre, votre collègue qui a désormais en charge le ministère de la Communication a fait une sortie à Gabon première au cours de laquelle il a trouvé que les conditions de vie et de travail des agents n'étaient pas au niveau souhaitable. Et il a estimé que ces derniers étaient simplement accomplissaient des exploits en termes de charges. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut croire que pendant que vous étiez là, vous n'avez rien fait pour, Monsieur le ministre, pour ces questions, étant donné que la cérémonie du 1er mai a quand même été un moment assez particulier pour Est-ce que c'est vous le responsable de leur malheur? Pourquoi ils vous ont attaqué personnellement? Parce que, à défaut d'avoir un débat d'idées, on fait des débats de personnes. Et c'est malheureux. Moi, le ministère de la Communication, il est maintenant derrière moi. Nous avons mis en place des réformes que chacun a pu voir. Les réformes, elles dérangent d'abord ceux qui sont sclérosés dans leurs attitudes anciennes. Et ce sont eux qui ont défilé dans la sclérose. Parce que ce qu'ils souhaiteraient, c'est de demeurer sur les starting blocks et ne jamais démarrer. De penser que la télévision leur appartient. C'est un outil public qui n'appartient pas aux acteurs qui y travaillent, mais qui appartient aux Gabonais. Nous avons impulsé des réformes, nous avons beaucoup fait à Gabon Télévision. Souvenez-vous que lorsque nous arrivons, cette chaîne de télévision était la seule africaine qui ne mettait pas en 16/9 sur le bouquet satellite. Nous avons mis Gabon Télévision en 16/9. Cette chaîne ne mettait pas en numérique, nous l'avons fait. Nous avons numérisé la diffusion. Nous avons énormément fait. Mais je dois avouer, pour répondre à votre question, que j'ai été assez surpris par la violence du propos. Moi, j'ai été au gouvernement sous Omar Bongo et j'ai eu la rivalité politique entre Mbabesol et Yegendong. Ils étaient tous les tueurs, ils étaient rivaux. C'était brutal, c'était violent parfois. J'ai connu la violence entre Mahanga Moussavou et Divungi parce que chacun voulait être ce que l'autre était. Mbabesol voulait devenir Premier ministre, ce qu'était Yegendong. Mahanga Moussavou voulait être vice-président, ce qu'était Divungi. Donc ça s'entendait qu'il y ait une rivalité. J'ai été surpris par cette violence. Pourquoi ? L'état des bâtiments au Gabon ne relève pas d'un département ministériel qui est sectoriel. Quand on regarde aujourd'hui, en dehors de la Cour constitutionnelle qui dispose d'un immeuble digne de ce nom, les ministères sont mal logés. Les ministères sont logés à la mauvaise enseigne, ils ne sont pas bien construits. Et pour ceux qui sont construits, ils ont daté, ils sont vieux aujourd'hui. Le bâtiment de Gabon Télévision, la maison Joraoui, a été livré avec des malfaçons. Chacun le sait. Je me demande d'ailleurs s'il n'y avait pas dessus une forme d'obsolescence programmée. Quand on regarde le palais du Sénat aujourd'hui, est-ce Bidi Binze qui gère le palais du Sénat? J'ai trouvé ça d'une violence qui n'est pas acceptable lorsqu'on est collègue dans un même département, dans un même gouvernement. D'autant plus que les budgets sont adoptés par le gouvernement. Si on avait alloué des budgets pour entretenir le bâtiment et qu'ensuite on dise mais pourtant les budgets ont été alloués, Bili Binze n'a rien fait, ça s'entendrait. Mais moi je suis arrivé à Georges Rawiri
Gabon Télévision, avant moi, avait jusqu'à 1 milliard de budget. Quand je suis arrivé, c'était 300 millions. Et avec le directeur général Imunga Ivanga, nous avons refait la toiture, en grande partie. Malheureusement, les travaux n'ont pas tenu. J'ai appelé le génie militaire grâce à M. Massa, ministre Massa, qui m'a aidé à voir le génie militaire, qui sont venus faire une expertise et qui ont donc transmis l'expertise au TP. On n'a pas pu trouver les budgets suffisants pour refaire. Donc c'est d'une violence que je réprouve. Moi, je ne serai jamais dans la démagogie ni dans le populisme. Je serai toujours dans la vérité pour travailler au service du Gabon. Merci, c'était monsieur le ministre d'État, ministre des Sports et de la Culture, chargé du tourisme, monsieur Alain-Claude Billy-Binzé, qui a accepté de venir dans notre émission ce matin. Mosley, on remercie encore le ministre. Oui, on remercie encore le ministre tout en ayant en idée que dans les prochains jours, on aura d'autres ministres qui vont passer. Et c'est un grand honneur pour nous d'avoir reçu M. Alain-Claude Billy-Binzé. Merci. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve juste dans quelques minutes pour l'horoscope des auditeurs et le prix des gagnants des bêtes 240. Oui. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Merci à tous les auditeurs bien connectés qui prennent plaisir à partager ces moments avec nous. Gina, est-ce qu'on a le résultat du jeu Bet 241 d'aujourd'hui? Oui, on a le résultat du jeu Bet 241 aujourd'hui, et donc la réponse était la suivante. Lorsque vous pariez à Bet 241, est-ce que vous pouvez le faire en ligne ou vous devez uniquement le faire dans les salles Bet 241? Donc la bonne réponse était vous pouvez parier en ligne comme vous pouvez aussi parier dans les salles Bet 241. Il y a une multitude de possibilités pour le pari. Et la bonne réponse nous a été envoyée par plein d'auditeurs, mais le gagnant du jour, c'est Fortune. Donc Fortune, c'est la roue de la fortune. Vous êtes l'heureux gagnant du jour. On vous contactera pour venir récupérer votre lot. Fortune, c'est la roue de la fortune. Oui. C'est bien. Vous viendrez récupérer votre lot en fin de semaine. Félicitations encore. Et pour les autres, n'hésitez pas. Demain, on aura une autre question sur laquelle vous pourrez parier. Bien sûr, vous pourrez envoyer la bonne réponse et vous pourrez parier pour être l'heureux gagnant du jour. Merci encore à Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. À Mosley aussi qui était avec nous, à Pépé, Miskey, Fallon et toute l'équipe, sans oublier l'incontournable Virtual DJ. Merci encore, on se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h pour le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Et René Ruth avec nous, bonjour. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm